Le 5 septembre 2002, le monde découvre stupéfait ces images. On y voit des individus se faire exécuter par des rafales de mitrailleuses, et la vidéo semble avoir été prise de nuit, grâce à un nouveau système de vision nocturne. L'armée refuse de faire le moindre commentaire et se drape dans son silence de grande muette. Les États-Unis sont en guerre contre l'Irak, et ces images de combat tactique n'auraient jamais dû atterrir dans la sphère publique. Mais au final, pas un article, pas la moindre enquête sur le plus étrange. Ces hommes que l'on voit périr à l'image ne sont pas des fanatiques irakiens. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans l'ancien berceau babylonien que se déroule la scène, mais dans les plaines boisées du Connecticut. Le compte YouTube où a été publiée la vidéo appartient au fameux Alan Redgrave, un hacker surdoué et sulfureux dont on a depuis perdu la trace. Ses proches nous apprendront qu'avant de disparaître, Alan disait entendre des voix, et que celle-ci lui avait ordonné de hacker cette vidéo précisément, puis de la faire connaître au monde entier. Un de nos contacts aux États-Unis était en rapport étroit avec Alan juste avant qu'il ne se volatilise, et c'est ainsi qu'a débuté notre investigation. Ce que nous avons découvert dépasse l'entendement et ressemble à un mauvais scénario de science-fiction. Toute cette histoire est le fait d'un génie de la biochimie dont nous allons ensemble retracer l'histoire. Son nom, Theodore Rimsky. L'affaire commence le 17 mars 1980, à l'université de biomécanique du Massachusetts. Theodore Rimsky, physicien de 40 ans, s'apprête à soutenir sa thèse sur l'invisibilité corporelle exosquelettique. Il prétend pouvoir rendre l'être humain invisible, moyennant bien sûr le financement de ses recherches jusqu'alors semi-théoriques. Dans la salle, quelques collègues, élèves et amis, mais dans l'ombre, un homme semble très attentif à la scène. Et c'est précisément cet individu qui va précipiter Rimsky au cœur d'un des pires scandales du siècle. Et tout d'abord, qui est Theodore Rimsky ? Ce dernier s'est d'ailleurs fait remarquer très tôt. À l'âge de 15 ans, il s'amuse à faire léviter une grenouille au lieu de la disséquer lors d'un cours de biologie. À 19 ans, il dirige avec brio une chaire de biophysique à l'université de Chicago. À 25 ans, il participe au programme spatial Apollo 15 et sera le premier à étudier les lombrics et l'antigravité des membranes. À seulement 30 ans, Rimsky décroche un Nobel pour l'ensemble de ses travaux. Puis soudain, tout déraille pour le jeune génie. Il perd Geneviève, sa compagne, lors d'un tragique accident de voiture dont il endossera une part de responsabilité puisqu'il est retrouvé en train de se soulager sur le véhicule en flammes, sa femme inconsciente à l'intérieur avec 4,5 grammes d'alcool dans le sang. Puis pendant 13 ans, Theodore va se faire oublier. Il s'est retiré dans un petit cabanon de fortune au fin fond du Maine où il se liera d'amitié avec l'écrivain d'épouvante Richard Bachman, plus connu sous le pseudonyme de Stephen King. Il ne fréquente guère la population locale et passe ses journées auprès de l'étang, à étudier les sangsues et les araignées d'eau. Il vit chichement des récoltes de son potager et ne se montre guère en ville que pour effectuer ses commissions. Quand il présente sa thèse, cela ne fait que 2 ans que Theodore Rimsky est revenu à un mode de vie normal, dédié cependant à ses recherches en laboratoire, et ce, exclusivement. Ses collègues le désignent comme un individu fortement abîmé par la vie, bien que surdoué et affable. Lorsqu'il présente ses résultats, sa démonstration tombe mystérieusement à l'eau, comme sabotée, et Rimsky ressort totalement décrédibilisé auprès du parterre de scientifiques éminents qui assistent alors à sa déchéance scientifique. Alors que la salle se vide à vue d'œil, le mystérieux personnage se présente aux chercheurs, et c'est la dernière fois qu'on évoquera le nom de Rimsky jusqu'à ces fameuses images de 2002. On suppute que l'individu en question appartenait à une section paragouvernementale telle la NSA ou la CIA. Et si l'on a su ce que fit Rimsky durant toutes ces années, c'est grâce à cet homme, Luke Benson. Ce jeune homme à l'allure improbable a été l'assistant personnel de Rimsky durant les 6 dernières années précédant sa mort. Lorsqu'il est entendu par la Cour suprême des États-Unis, Benson révèle des choses que personne n'aurait pu croire s'il n'avait livré un lot d'archives proprement hallucinantes. Le journal vidéo personnel de Theodore Rimsky, où ce dernier y commentait l'évolution de ses recherches au jour le jour, en y insérant des images et des vidéos de ses expérimentations. L'objectif de l'armée est clair, il est de pousser Rimsky à concrétiser le fantasme militaire d'un soldat invisible, la machine de guerre parfaite, furtive, silencieuse et létale. Après l'échec de sa soutenance, Rimsky n'a guère d'autre choix que d'accepter la proposition dorée qu'on lui fait alors. Rimsky est emmené dans une base secrète du Nebraska et entend y faire ses premiers tests sur des mammifères vivants. Il cherche à appliquer à l'humain les techniques de camouflage de la faune aquatique, championne dans ce domaine. Lors de ses années de recherche dans le Maine,
Rimsky a découvert que le xiphias ictioluminescent sécrétait une enzyme qui permettrait selon lui de pouvoir soustraire les tissus humains à la vue de tous. Mais pour garder le contrôle sur quelque chose qu'on ne voit pas, il faut d'abord trouver un moyen de le garder visible. Les techniciens de l'armée perfectionnent alors les systèmes classiques de vision nocturne pour les coupler avec un nouveau système de lentilles à imagerie thermale. Les premiers tests sont concluants, les choses sérieuses peuvent alors commencer, et Rimsky ne cache pas son excitation. Les premiers tests sont effectués sur de jeunes biches dans les forêts sauvages du Nebraska, mais les biches refusent de bouger et semblent anesthésiées par le produit. Rimsky et ses collègues retouchent la formule, et c'est un guépard qui se prête malgré lui à l'expérience. Les résultats sont meilleurs, mais là encore, l'animal, d'ordinaire si vaillant, semble errer sans but, comme abruti par la mixture qu'on vient de lui administrer. C'est alors que Luke Benson intègre l'équipe. Ce jeune étudiant, à peine diplômé, a fait de remarquables expériences sur les lucioles et autres vers luisants. Et c'est lui qui va tout déclencher. Il retravaille la formule de Rimsky, et c'est cette nouvelle version du sérum qui sera testée sur un groupe de jeunes marcassins. Un peu calmes d'abord, une fois qu'on les stimule un peu, ils font preuve d'une vitalité jugée satisfaisante, et les tests humains peuvent alors commencer. On sélectionne une vingtaine de participants. Du simple soldat au haut gradé, ces hommes sont triés sur le volet pour leurs aptitudes physiques excellentes et leur capacité à exécuter les ordres sans discuter. Chacun se voit administrer des formules et des dosages légèrement différents. Dans les premières heures, les résultats sont mitigés. Certains, comme le major Edwin Cooper, deviennent brusquement bipolaires et ne sont capables que de bredouiller des onomatopées inintelligibles. Leur comportement est absurde et ils semblent avoir l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Le général Winston Eldridge, quant à lui, devient totalement paranoïaque et paraît persuadé d'être habité par un parasite extraterrestre mangeur de chair. Il se livre à des rituels absurdes, mêlant chants et pratiques de rebouteux, pour tenter de se l'extraire lui-même. D'autres, comme le major Alicio Lopez, ont un comportement étrange, à la limite du dérangeant. L'informaticien Jeremy Cartman est quant à lui persuadé de pouvoir communiquer directement avec la carte mère de son ordinateur, qu'il surnomme Gaïa. Il dit que Gaïa lui a donné la permission d'immiscer son corps astral dans les circuits de n'importe quel outil numérique. Cartman, comme les autres, finira ses jours en institution psychiatrique. Quelques autres soldats auront un comportement atypique ou jugé trop pacifique. Mais sur les 22 cobayes initiaux, 10 d'entre eux semblent répondre positivement à la formule. Après plusieurs mois d'un entraînement intensif, les premiers agents sont envoyés sur des opérations tactiques ultra secrètes et sensibles. Dans son journal vidéo, Rimsky explique que l'incident de Tchernobyl n'avait rien d'un accident, mais qu'il était bien le résultat d'une de ses fameuses missions secrètes. Rwanda, Bosnie, Russie. Le commando, siglé FSU pour Furtive Strategical Unit, multiplie les cadavres en toute impunité pour le compte des États-Unis. C'est eux que l'on envoie pour les missions qui ne respectent aucune des lois, de celles qui doivent être faites parfois, mais dont personne ne souhaite se charger. Et très vite, des événements étranges surviennent au sein de l'unité secrète. La plupart des membres du commando deviennent violents et irascibles. Ils se montrent nerveux et présentent de forts troubles du sommeil. On en surprend certains en proie à des crises aiguës de somnambulisme, sortant parfois la nuit pour traquer des arbres ou des fougères. Et avant que l'armée ne puisse intervenir sur ces inquiétants symptômes, les 10 membres du commando se volatilisent purement et simplement. Plus aucune trace du FSU. L'armée se met activement à leur recherche et après des mois de traque incessante, le commando est repéré dans un groupement fermier du Connecticut. Ils vivent de rapines et de vols d'hiver aux grandes dames de la population autochtone. L'armée parvient à les localiser grâce à une série d'articles parus dans la presse locale. Un journaliste y fait état du nombre grandissant de jeunes femmes qui, à travers l'État, se disent victimes d'un violeur invisible. L'armée géolocalise la ferme et après des jours de surveillance assidue, elle s'apprête à intervenir avec la ferme intention de détruire physiquement les membres du FSU. Et après une boucherie que le gouvernement aura bien du mal à maquiller en attaque antiterroriste, l'armée mène finalement à bien les opérations. Mais après comptage des corps, on ne retrouvera que 9 cadavres sur les 10 escomptés. Le soldat manquant à l'appel s'appelait Max Weber. Nous n'en apprendrons pas beaucoup plus sur ce jeune soldat, à part qu'il n'a jamais fait parler de lui au cours de son parcours militaire. La seule explication plausible quant à sa disparition se trouve sur ces images. Lors d'un entraînement filmé, quelques jours avant la fuite du commando, Weber enfile une combinaison d'hiver, prétextant soudain avoir froid. Ce que personne ne remarque,
c'est que le soldat a trafiqué sa combinaison afin de la rendre indétectable. C'est ainsi qu'il a pu échapper aux tirs de l'armée lors de l'attaque de la ferme. On ignore encore aujourd'hui où se trouve cet homme. Theodor Rimsky, quant à lui, est retrouvé quelques heures seulement après l'annihilation définitive des membres du FSU. Il s'est injecté lui-même une surdose de sérum en plein cœur. Sur son bureau, on trouvera cette simple note. Comment détruire un cœur déjà brisé? Interrogé lors du procès et malgré une avalanche de preuves accablantes, l'état-major niera avoir jamais eu connaissance de telles expériences au sein de ses laboratoires. Quant à Luke Benson, il partit s'établir en Nouvelle-Calédonie juste après l'affaire, où il ouvrit un refuge vétérinaire pour bonobos. Il n'eut plus aucun lien avec l'armée et refusa toutes les offres d'embauche qu'on lui fit. 3 jours avant la fin de notre montage, les autorités calédoniennes nous ont fait part de leur inquiétude quant à la disparition pure et simple des 75 singes de la clinique de Benson. Le vétérinaire est depuis lors introuvable.